Jérôme Gaden, bonjour Bonjour, et bienvenue sur la chaîne Neige et Conscience. merci. Eh bien écoute, je te laisse te présenter. En ce moment, je travaille pour une fondation qui s'appelle la Fondation Bronfman et son but c'est la connaissance de soi et la guérison. Alors bien sûr, c'est un mot qu'il faut démystifier, c'est d'ailleurs un des buts de cette fondation. À côté de ça, j'écris des livres pour enfants qui s'appellent Les Aventures du Petit Yogi et je participe à la production de films aussi. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Je pratique les arts martiaux depuis une vingtaine d'années. Et sur mon parcours, j'ai eu différents rôles. J'ai fonctionné comme guide nature, mais aussi comme éducateur spécialisé. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants, les adolescents, les adultes, enfin tout public, et dans des structures différentes qui peuvent s'étaler d'éducation nationale aux entreprises jusqu'au milieu associatif où en fait je passe la plupart de mon temps. Aujourd'hui, tu es là avec moi pour parler de la sortie de corps. Donc c'est quelque chose que tu as expérimenté et que tu expérimentes encore maintenant. Avant de commencer dans les détails, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit peu la définition ou exactement ce que c'est une sortie de corps? Donc tout ce que je vais exprimer, ce sont des points de vue. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est une sortie de corps. Je n'ai pas de vérité là-dessus. Je peux partager des expériences là où j'en suis aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, ni que tout le monde a le même point de vue. Déjà, le mot sortie de corps, c'est vrai qu'on l'utilise parce que c'est une facilité, c'est un raccourci de langage. On se dit que tiens, il y a quelque chose qui se passe en dehors du corps. Mais c'est vrai que j'appellerais ça plutôt différemment que sortie de corps, parce que dans ces moments-là, parfois, on ne sait pas vraiment où est le dedans, où est le dehors. J'aime bien ce mot projection de conscience, qui est utilisé par une équipe en Suisse de l'ISS Noé, qui a été créée par Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier, qui étudie scientifiquement ce phénomène, ce qui est courageux et pas facile d'ailleurs. Donc je préfère projection de conscience parce que j'ai cette impression que notre attention est focalisée en un autre endroit, en un autre espace, à un autre endroit de la conscience. Là, on pourrait dire que notre attention, elle est focalisée ici, là, maintenant, dans cette interview. Mais il semblerait que nous ayons aussi la capacité de focaliser notre attention ailleurs, sur le plan physique, mais aussi sur d'autres niveaux, d'autres parties de la conscience. Alors quand je dis niveau, ça ne veut pas dire niveau supérieur ou inférieur, c'est juste des niveaux différents de la conscience sur laquelle nous sommes capables de surfer. Imaginons que la conscience, elle remplit l'espace et nous avons la capacité de surfer sur cet espace et de focaliser notre attention sur un point de cet espace et devenir un observateur en ce point de l'espace. Là, notre attention, elle est majoritairement ici. Peut-être il y a une partie de notre attention qui est en train de penser à ce qu'on va dire après ou à ce qui s'est passé avant, mais majoritairement, notre attention, elle est rassemblée ici, et donc notre point d'observation est majoritairement ici. Mais si on commence à penser à autre chose, notre point d'observation, il va basculer en partie dans notre mental, on peut dire. Et donc dans les projections de conscience ou les sorties de corps, c'est comme si notre point d'attention, il va autre part et il observe un autre fragment de la conscience. Alors justement, le mot conscience, c'est un mot que tu as déjà dit là 3-4 fois dans ton explication. Comment tu peux définir, toi, la conscience de ton point de vue? C'est une définition qui a évolué pour moi et peut-être elle va encore évoluer en fonction des expériences. Mais quand j'étais enfant, par exemple, et que les sorties de corps se sont présentées, j'avais mes premiers souvenirs, c'est vers l'âge de 5-6 ans, où je me suis retrouvé dans le jardin de mes voisins. Mais en fait, je savais que mon corps, cette machine, était dans mon lit. Mais j'avais bien conscience que j'étais pas dans mon lit et que j'avais mon point d'attention, mon point d'observation qui était dans le jardin de mes voisins. Quand j'étais enfant, je ne m'exprimais pas avec ces mots. Je n'avais pas de structure pour expliquer ça. D'ailleurs, j'en parlais pas. J'en ai parlé que très tard. Donc la conscience, pour moi, la définition a évolué.
Quand j'étais enfant, c'était plutôt, tiens, maintenant je suis en dehors de mon corps, c'est quoi la vie? C'est quoi la mort? À quoi ça sert un corps physique si la conscience, elle peut exister, être consciente en dehors de ce qu'on appelle le corps physique? Et donc je n'avais pas vraiment de définition de conscience, j'avais juste observé, tiens, il s'est passé ça, et je ne vais pas trop en parler parce que je ne sais pas si c'est tout à fait normal, est-ce que je suis fou, est-ce que si j'en parle on va m'enfermer, tu vois, j'avais 5-6 ans, voilà. Mais il y avait déjà ces questions-là, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, à quoi ça sert un corps? Et puis vers l'âge d'une quinzaine d'années, j'avais déjà vécu beaucoup de sorties de corps, plus ou moins agréablement. Et je m'étais dit, tiens, ce phénomène, c'est un truc avec lequel j'ai quand même eu peur. Ça ne m'avait pas rassuré, je me posais beaucoup de questions. Donc, en règle générale, quand on a peur de quelque chose, on veut le contrôler. Et donc, j'ai utilisé plusieurs techniques pour contrôler ce phénomène. J'ai beaucoup pratiqué de techniques différentes, on en parlera peut-être après, de 15 ans à 20 ans, on va dire, accompagné de lectures que je pouvais trouver. À l'époque, je venais d'avoir Internet, j'avais 15-16 ans. Et donc, à ce moment-là où j'ai eu des autres points de vue sur ces expériences, déjà je me suis senti un peu moins seul, et effectivement, il y avait le mot conscience, il y avait le mot énergie qui revenait, et la définition de la conscience, pour moi, c'était juste d'exister, en fait. À ce moment-là, tiens, si je suis dans un corps ou si je ne suis pas dans un corps, je continue d'exister. Il semblerait qu'il y ait un continuum au-delà du corps. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences de vie, j'ai rencontré Martin Brofman, qui est fondateur de cette fondation, la Fondation Brofman, et qui, lui aussi, avait vécu des expériences hors du corps. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un physiquement qui avait vécu ça. Et donc, il propose une définition de la conscience comme étant toutes les expériences qu'on peut faire avec notre être. Et donc, quand je réfléchissais aux expériences que j'avais vécues, ça colle assez bien cette définition. La conscience étant toutes les expériences qu'on peut faire avec notre être. Quand tu vivais ça, quand tu étais petit, t'as pas pensé que ça pouvait être un rêve, puisque tu vois ce que je veux dire? Non. En fait, derrière cette question, il y a comment tu différencies un rêve d'une sortie de corps ou d'une projection de conscience. En fait, c'est très curieux à exprimer. Parfois, les mots sont délicats. Quand j'étais enfant, en tout cas, quand je vivais une sortie de corps, je savais que je vivais une sortie de corps. Et quand j'étais dans un rêve, je savais que c'était un rêve. On parlera peut-être du rêve lucide, que j'ai beaucoup exercé aussi, mais quand c'était un rêve classique, tu te réveilles le matin, tu te remémores le rêve et tu sais que c'est un rêve. Il ne viendrait pas à l'idée de penser que c'était autre chose. Et en fait, dans les sorties de corps, c'est un peu pareil. On sait qu'on vit une sortie de corps. C'est difficile, c'est comme expliquer le goût des choses à quelqu'un, tu vois. Avant de l'avoir goûté, tu n'as pas l'expérience et donc tu ne sais pas vraiment si c'est ça. Et puis, j'ai, disons, eu une bonne mémoire de ces phénomènes et je pense que ça a contribué à la distinction claire de savoir quand est-ce que je rêve, quand est-ce que c'est une sortie de corps. J'avais vraiment une bonne mémoire de ces moments. Et donc c'était très clair que quand je revenais dans mon corps, eh bien j'avais vécu une sortie de corps. Il y a aussi des sensations physiques qui accompagnaient les sorties de corps. Enfin, avant la sortie de corps, il y avait toujours des sensations. Quand j'étais enfant, il y avait toujours des sensations. Ça pouvait être un grand vertige, ou alors l'impression d'une énorme chute, ou l'impression d'être presque dans une machine à laver, ou l'impression d'être à l'envers dans son corps, donc comme si la tête est dans les pieds, ou comme si mon visage, bien qu'il fasse face au plafond, eh bien, était retourné vers l'oreiller. Ces sensations-là, elles étaient parfois aussi accompagnées de bourdonnements d'oreilles assez forts, et comme des sensations de vibrations fortes dans le corps, comme si on était sur un matelas qui vibrait.
Ça pouvait être aussi parfois une densité très forte, comme si je m'enfonçais dans le lit très fortement, très très fortement. Et après ça, je me trouvais en dehors. Alors, est-ce qu'on peut pas rêver de faire une sortie de corps? Tout est possible, on pourrait. Parce que c'est pareil, c'est toute la différenciation entre les deux. Comme tu dis, tu sais que c'était une sortie de corps et tu sais que c'était un rêve, mais si on rêve de faire une sortie de corps, comment tu peux différencier du coup l'un de l'autre, tu vois? Si c'est différenciable, bien sûr. Ça doit l'être. Ça doit l'être. C'est comme rêver de manger quelque chose et de le faire en réalité. Tu dois pouvoir distinguer ces deux choses-là. Donc rêver de faire une sortie de corps ou en avoir une expérience directe au-delà du rêve, il me semble que ça doit être reconnaissable. Alors déjà, au niveau de la sémantique, on entend toujours parler du voyage astral. Oui. Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que c'est une sémantique différente ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour les gens, voyage astral, sortie de corps. Peut-être certaines personnes utilisent ces deux mots pour exprimer une projection de conscience, peut-être ils ont leur propre définition, difficile à dire. Pour moi, quand on parle de voyage astral, c'est comme parler d'un étage de la conscience. Et dans les expériences que j'ai pu faire, j'ai 42 ans, ça fait plus de 35 ans maintenant que je fais ces expériences, j'en ai quelques-unes au compteur, mais j'ai cette impression qu'on explore différents étages de la conscience dans les sorties de corps. Et que ce qui pourrait se relier à l'étage dit astral, c'est un étage bien spécifique avec certaines impressions et certaines informations qui sont différentes des autres étages de la conscience. Tu parlais de mémoire tout à l'heure. Oui. Les rêves classiques, tout le monde en fait, mais il y a des personnes qui s'en souviennent et d'autres qui s'en souviennent pas. Donc, mais tout le monde en fait. Est-ce que ces phénomènes de sortie de corps, est-ce que c'est pareil? Est-ce que finalement tout le monde l'expérimente, mais et s'en souviennent ou s'en souviennent pas? Tu sais pas. Possible. Il me semble que c'est une fonction de l'humain qui peut être explorée et qui est disponible pour tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde s'intéresse à ce type d'expérience? Il ne me semble pas. Et donc pour développer quelque chose, c'est à mon avis mieux de s'y intéresser pour pouvoir le réaliser. Si quelqu'un ne s'intéresse pas à la guitare, ça va être compliqué de devenir un bon musicien avec cet instrument. Si quelqu'un ne s'intéresse pas aux sorties de corps, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans la vie quand même, c'est peut-être pas non plus quelque chose qui va le développer, mais ça n'empêche pas que c'est dans son potentiel. Donc, à mon sens, c'est disponible pour tout le monde. Pourquoi une personne qui pourrait s'y intéresser fortement aussi n'arrive pas à l'expérimenter? Pas encore? Tu parles de qui? Je parle en général. Je veux dire, il y a moi qui suis tu vois, passionné par ce sujet, qui va sur des forums, qui en parle beaucoup avec pas mal de personnes différentes. Je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très intéressées par le sujet, qui font des méthodes d'induction, donc on y reviendra après, et qui n'arrivent pas à l'expérimenter. Donc je ne sais pas, est-ce que tu aurais, puisque tu dis qu'il faut s'intéresser pour l'expérimenter, tu vois, quelqu'un qui va apprendre à jouer de la guitare, si il s'entraîne, il va avoir du résultat plus ou moins concret. Quelqu'un qui, j'ai déjà par exemple entendu des cas de personnes qui ont essayé pendant 6 mois, 1 an, en faisant diverses méthodes d'induction et qui n'ont jamais réussi alors, qui l'ont expérimenté mais peut-être qu'ils ne s'en rappellent pas, ou alors à l'expérimenter. Ouais, c'est une question délicate et très individuelle en fait. Pour proposer des points de vue, il faudrait pouvoir discuter avec ces personnes concernées directement. Effectivement, il peut y avoir la mémoire, donc on peut juste proposer des pistes, mais pas des vérités, quoi. Il y a la question de la mémoire, oui, de se souvenir. Il y a la question de faire ça tranquillement, c'est-à-dire pas d'obsession, pas
pas se fixer comme un challenge. En règle générale, ça ne marche pas. C'est contre-productif. Oui. Oui, oui. Si ça devient une obsession, de mon point de vue, ça ne marchera pas non plus. Il faut se poser la question de la force de motivation derrière cette pratique. Quelle motivation la personne a derrière le fait de vouloir expérimenter quelque chose qu'on appelle sortie de corps. Je me dis déjà juste la curiosité. Quelqu'un je pense que l'intention première, elle doit être là, parce que tu entends parler de ces choses, tu veux les expérimenter, donc tu vois, comme tu sais pas ce que c'est, tu peux pas avoir, je pense, une intention autre que de la curiosité, tu vois. À nouveau, difficile à dire, c'est des questions très individuelles. Ce qui me semble avoir déjà vu, c'est que quand la personne est en insécurité ou qu'il y a des peurs, c'est plus compliqué. C'est un processus qui devrait se faire très en confiance. Et pourquoi pas être accompagné aussi. Il y a certainement des gens qui sont très capables d'accompagner plutôt que de pratiquer seul. À nouveau, je pense à l'équipe en Suisse, tu vois, qui ont accompagné des milliers de personnes. C'est peut-être une piste intéressante. J'ai pas d'autres réponses sur le pourquoi ça se passerait pas pour une personne qui serait très intéressée que ça. Je pose une question sur la mémoire. Justement, pourquoi, alors je le répète, tout le monde rêve la nuit. Pourquoi il y a des personnes qui s'en rappellent et pourquoi d'autres s'en rappellent pas? Pour se souvenir des rêves, il faut s'y intéresser, il me semble. Donc, à nouveau, c'est la même caractéristique que précédemment. Et le pourquoi, c'est que la mémoire, c'est un peu comme un muscle, mais il y a aussi le centre d'intérêt des gens quand ils se réveillent. Tu vois, quand tu te réveilles, est-ce que tu as déjà l'intention de te souvenir des rêves ou est-ce que tu es déjà en train de penser à ta journée? Et donc, tu fais pas vraiment, t'as pas ton attention vraiment portée sur ce qui s'est passé cette nuit, tu vois. Donc, dans le pourquoi les gens ne se souviennent pas forcément des rêves, il faudrait voir dans quel contexte ils ne se souviennent pas des rêves. Est-ce qu'ils veulent vraiment se souvenir des rêves? Est-ce qu'ils ont exercé leur mémoire de rêve, par exemple en écrivant leurs rêves? Est-ce que ça les intéresse vraiment? Et si d'autres personnes ne sont pas intéressées et ne se souviennent pas forcément de leurs rêves, bien qu'ils rêvent, je dirais que c'est normal, quoi, non? Est-ce que tu as un exemple de cette expérience de sortie de corps que tu as expérimenté, qui t'a marqué? Tu sais, vraiment le truc qui te met un peu une claque en fait. Ça, c'est pas le genre de truc que tu dis d'habitude. Non. C'est juste un titre informatif. Ça peut ramener des filtres aux gens, des perceptuels, mais c'est pour essayer d'être dans le concret en fait, tu vois, de l'expérience, qui reste juste ton point de vue, tu vois en fait. Ouais, je comprends. Mais par exemple, tu vois, moi, il y a déjà des rêves lucides que j'ai fait où, tu vois, tu reviens avec une impression, un sentiment qui t'amène à te poser plus de questions, tu vois, sur tout ce qui nous entoure en fait. Oui. Et toi, par exemple, dans tes expériences, dans tes multiples expériences, est-ce que tu as des fois, tu as déjà eu une ou deux, justement, expériences que tu as vécues qui t'ont vraiment un petit peu même chamboulé, quoi, Alors, oui. Je pense à 3 moments que je ne vais pas forcément exposer en entier, mais effectivement, il y a 3 moments qui ont été très intenses. Et le point commun de ces 3 moments, c'est que j'ai eu l'impression d'être différent ensuite. Comme si c'était... bon, Jérôme existait encore, mais parfois comme un souvenir. Tiens, je me souviens de Jérôme, mais il y avait quelque chose de très différent dans la composition de Jérôme. C'est très délicat à expliquer, hein. On veut en savoir plus. Ouais. C'est compliqué à décrire avec des mots. C'est compliqué à décrire avec des mots, et comme je ne suis pas friand d'exposer l'intérieur des sorties de corps, je peux le faire là un peu, mais en règle générale, je n'exprime pas ce que, jusqu'à là maintenant, je n'exprime pas l'intérieur de ce que je perçois dans les sorties de corps, parce que je ne veux pas qu'une personne puisse avoir une perception colorée de ce qui peut se passer. Il me semble que
c'est très individuel et donc je préfère être discret sur l'intérieur des expériences. Dans tous les cas, si on parle d'une expérience qui m'aurait marqué, ce qui m'a marqué le plus quand j'étais enfant, c'était le fait de continuer à vivre sans corps. Ça change la conscience en fait. Ça change la perception du monde qu'on a et ça change la perception de soi-même aussi. Parce que si les choses continuent quand notre corps n'est pas rempli à 100% de conscience, on peut dire, ça interroge sur la vie et sur la mort. Et à quel moment on vit et à quel moment on meurt. Est-ce qu'on ne parle pas finalement d'une même chose? La vie et la mort qui ferait partie d'un continuum, quelque chose qui existe tout le temps peut-être. Alors ça, ce sont des questions sur lesquelles j'ai peut-être des points de vue, mais ce sont des points de vue, ce n'est pas des vérités. Moi, il me semble qu'il y a un continuum, voilà, là où j'en suis. Mais je ne sais pas, il me semble. Une autre expérience qui m'avait beaucoup marqué, c'est quand je pratiquais beaucoup les sorties de corps avec certaines techniques et tout ça. Et vers l'âge de 20 ans, après une pratique assez intense de rêve lucide, de sortie de corps, je me suis retrouvé dans une expérience qui était la plus profonde de ma vie jusqu'à maintenant. Au-delà d'être amoureux, au-delà de situations familiales très heureuses ou l'inverse, c'est l'expérience la plus profonde qui m'a marqué, c'est de prendre conscience de qui je suis. C'est comme si, et là pour le coup j'étais dans le corps, et Juste je te coupe, quand tu dis que tu étais dans le corps, c'est-à-dire que tu étais... J'étais debout dans la chambre, j'avais 20 balais, j'étais encore chez mes parents. Et là, j'ai une sorte de, je sais pas, de flash, de truc qui arrive où je prends conscience que, ah ouais, mais j'existe. Je suis une conscience qui est consciente. Et jusqu'alors, je n'avais pas l'impression d'être une conscience consciente. Les mots vont être un peu difficiles pour transcrire tout ça. Et j'ai cette impression où je suis tout ce qui existe. C'est un truc qui est assez dingue. Je suis moi, mais je suis en même temps les éléments de ma chambre, je suis en même temps la mer qui est au bout de ma rue, la mer du Nord. Je suis en même temps le ciel, mais je suis en même temps la Terre, les planètes, etc. C'est comme une quantité d'informations qui arrive, qui est beaucoup trop grande pour moi. J'ai l'impression à ce moment-là qu'elle est beaucoup trop grande, cette quantité d'informations, et qu'elle ne va pas rentrer dans mon corps, cette information. Mon cerveau n'a pas la capacité d'assimiler cette dose d'informations. Et au moment où je me rends compte que toutes ces informations, il n'y aura pas la place dans le corps physique pour les percevoir, pour les stocker, là, je sors. Quand je sors, j'ai l'impression que c'est presque la sortie définitive à ce moment-là. C'est-à-dire que je ne vais pas revenir dans ce corps-là. Et là, commence une sorte de dialogue. Merde, mais attends, mais j'ai capté que j'étais l'univers. Je le dis comme je l'ai vécu. Voilà, j'étais peut-être fou encore à cette époque. Mais mince, j'ai capté que j'étais l'univers. Mais alors ça veut dire quoi? Je suis l'univers, donc je suis l'univers, mais c'est un truc de dingue. Mais si c'est moi l'univers, alors... et plein d'interrogations qui arrivent, et en même temps plein de réponses qui arrivent instantanément, avec des perceptions visuelles complexes à retranscrire. Et tout en sentant que je pars pour un voyage définitif. et là, je me dis, ah merde, c'est peut-être pas encore l'heure, quoi. Bon, ok, j'ai peut-être pris conscience que j'étais l'univers, machin, bidule, bref, peu importe le mot qu'on met là-dessus, mais ça serait quand même sympa de revenir pour l'expliquer à mes proches. Et pendant que j'étais en train de partir, ce qui était
très curieux, c'était que j'avais en même temps conscience de ce qui se passait dans mon corps physique. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme des éléments qui quittaient mon corps physique, de la terre, de l'eau qui se barrait, comme du feu qui partait. Bref, c'était très curieux. Et puis j'avais plus de vision, mais je voyais tout noir, disons. Et je me suis dit, là, Coco, si tu ne trouves pas un truc pour te ramener rapidement, tu vas vraiment partir. Et j'étais allongé en fait, je ne savais pas si j'étais... Ouais, j'étais pas surveillé médicalement. Non, parce que tout à l'heure tu disais que tu étais debout dans ta chambre. Non, mais là je suis tombé. Et parce que j'avais pas de jus dans le corps, quoi. C'était curieux. Et en fait, ce avec quoi je me suis ramené, je dis mais putain, mais pourquoi tu voudrais revenir finalement? Qu'est-ce qui pourrait remettre toute ta conscience là ensemble dans le même, dans le même machin? Et c'est une réponse qui paraît très banale, mais c'est ah punaise, mais il y a de l'amour là-dedans. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, ça me fait frissonner évidemment, mais cette pensée qui pourrait paraître, c'est pas une pensée, cette perception qui pourrait paraître très bateau, a fait que parce que je ne respirais plus à ce moment-là, et a fait que j'ai réussi à re-respirer. Et pour ta réponse, c'est la fois où je me suis senti le plus différent après une expérience dite en dehors du corps. Là, je suis revenu vraiment différent. Je me souvenais de l'ancien Jérôme, mais il était déjà très différent avec la quantité d'informations qu'il avait perçues à ce moment-là. Donc c'était une expérience très, très profonde, la plus profonde que j'ai jusqu'alors. Je ne sais pas si c'est la plus profonde qui existe. En tout cas, c'est la plus profonde que j'ai expérimentée jusqu'à maintenant. Et à tel point que quand je suis revenu, bon, il a fallu que je respire et que je me contienne un peu, mais j'ai réveillé, c'était le matin très de bonne heure en fait. Je m'étais levé pour méditer. Et j'ai réveillé ma partenaire, avec laquelle je suis toujours depuis plus de 20 ans maintenant, pour dire oh putain mais c'est dingue, on est tous des univers, on peut tout créer, on peut tout faire. Enfin bref, j'avais des paroles très qui pouvaient paraître très déconstruites, mais c'était vraiment ce que j'avais vécu. Voilà. Je suis même rentré en furie à l'époque dans la chambre de mes parents pour dire ah punaise, c'est génial, il y a un truc de dingue qu'il faudra qu'on partage et tout ça. Voilà. Et après j'ai vite fermé ma bouche sur ces sujets-là parce que je me suis aperçu que j'avais pas la sémantique pour m'exprimer à propos de ces choses-là. Et donc dès l'instant que j'ouvrais ma bouche pour tenter de partager, de voir si si je pouvais trouver des personnes qui avaient vécu ce type d'expérience, une similarité pour se sentir moins seul, eh bien, chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais des mots qui sortaient qui n'étaient pas du tout ce que je voulais dire, j'avais vraiment pas de cadre. Donc j'ai arrêté de parler pendant plusieurs années de cette expérience-là. Ça m'amène à beaucoup de questions tout ça. L'expérience que tu décris, ça me fait penser à beaucoup de... Enfin, ça vient en résonance avec un état qu'on retrouve un peu dans toutes les traditions à haute intensité spirituelle. Tu vois, le bouddhisme, l'hindouisme. Il y a un mot, je crois, pour l'hindouisme qui s'appelle le samadhi, c'est ça? Je ne sais pas si tu connais ou pas. Je connais le mot, maintenant oui. Avant non, mais je connais le mot, mais Ou le nirvana de l'hindouisme, tu vois. Et il semblerait que dans tous ces enseignements spirituels, entre guillemets, tous quels qu'ils soient, décrivent, on va dire, un état, cet état justement d'unité ou d'amour, etc. Et en fait, c'est juste la remarque que je me faisais, c'est que ça me faisait vraiment penser à ce que tu décrivais quoi, comme expérience. Quoi. Ouais, c'est une expérience très, très intense, très brève et en même temps infiniment longue. C'est une expérience hyper paradoxale. Et je pense que c'est difficile, même en écrivant des longs bouquins, de décrire tout ça. En plus, notre langage évolue avec les époques. Et donc pour décrire ce type d'expérience aujourd'hui avec un langage moderne, je ne sais pas s'il existe des gens qui se sont attelés à cet exercice, peut-être, mais que je ne connais pas. Donc, je reviens toujours pour cette expérience. On parlait de perception. Donc, oui. Tu as une perception d'être
en dehors déjà, nous, on prend le physique. Nos perceptions, c'est la vue, le goût. Est-ce que quand tu es dans un état comme ça, est-ce que tu retrouves justement toutes ces perceptions ou pas? C'est quoi le système de perception à ce moment-là? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu sens? Tu goûtes? Euh, Tu parles du moment Ouais, précis là dont je viens de ouais, parler? ouais. Oui. Il y a des perceptions visuelles, il y a des perceptions auditives, euh, il y a aussi les sensations du corps qui sont présentes et avec lesquelles on peut euh, se connecter, disons. Et, et il y a des perceptions subjectives. Et il me semble que jusqu'à un certain niveau, il y a aussi un filtre perceptuel constitué par nos idées, nos croyances, nos goûts et nos couleurs, disons. Et, mais j'avais la nette impression que ce filtre perceptuel existait jusqu'à un certain point. Et après, j'avais l'impression de passer au-delà d'un filtre perceptuel personnel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de filtre perceptuel, mais j'avais cette impression que ce filtre perceptuel ne dépendait plus de mes croyances, de mes idées, de mes goûts et des couleurs. Quand tu dis que tu avais l'impression de passer de l'autre côté un peu comme ça me fait carrément penser aux expériences de mort imminente. Est-ce que tu as déjà, toi, vécu une expérience de mort imminente ou pas? Mais écoute, euh, ce moment-là est un bon client, oui, pour dire Ce moment-là est un bon client. Ça veut dire que ce moment-là où je me dis, punaise, là c'est la sortie définitive, il va falloir trouver un moyen pour revenir. Ouais, je dirais qu'il y a quelque chose qui est dans le voisinage des expériences de mort imminente. Parce que généralement, une expérience de mort imminente, c'est quelqu'un qui est euh, physiquement en mauvais état. C'est pour ça que je ne l'affirme pas, parce que je ne sais pas à ce moment-là. J'ai l'impression que mon corps, je sais que mon corps est allongé, je sais que je ne respire pas, ça je le sais, je ne sais pas comment je peux être aussi sûr que ça, mais j'en suis sûr. Mais je n'ai pas d'observateur à ce moment-là pour dire son cœur est arrêté, il ne respire plus. Tu vois, j'ai pas d'observateur, j'ai pas de témoin de ça, puisque ma partenaire dormait à côté en plus. Donc c'est pour ça que je ne suis pas affirmatif en disant tiens, c'est une expérience de mort imminente. Je pourrais dire ça moi de mon point de vue personnel, mais ça n'a pas été euh, comment dire ça. Il n'y a pas eu d'information sur un appareil médical pour le dire. Est-ce que dans tes expériences de sortie de corps ou dans cette expérience-là, est-ce que tu as est-ce que tu as pu percevoir ton environnement de la réalité physique, tu vois? C'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup de témoignages aussi, et puis ceux qui font justement des expériences de mort imminente aussi, ils ont cette sensation de sortie de corps à s'observer d'un point de vue supérieur. Et puis après, tu as l'impression que dès qu'ils pensent à quelque chose, en fait, ils y sont directement transportés, tu vois. Il y a des milliers et des milliers de témoignages à travers les années et les âges qui expliquent, par exemple, on arrive à percevoir, par exemple, des dialogues ou des discussions à des milliers de kilomètres. Oui. Une fois que la personne revient dans son corps parce qu'elle est réanimée ou autre, peut après vérifier dans les réalités physiques ce qu'elle a perçu en dehors de son corps. Alors que le corps physique était justement alors, avec un électroencéphalogramme quasi plat ou plat, je ne sais pas, je ne m'avance pas là-dessus. Mais, donc, toi déjà, est-ce que tu as pu... Alors toujours sur ce moment-là, il y avait, oui, une perception globale de l'environnement dans lequel j'étais et qui me semblait être identique à la réalité, disons, physique. Mais après, il y a eu d'autres étapes où cette perception du monde physique a disparu et j'étais dans, on va dire, d'autres niveaux perceptuels, il y avait d'autres perceptions. Et ensuite, quand j'ai eu ce truc, oh là là, il va falloir rassembler toutes ces informations dans mon corps, etc., avec la présence de l'amour, là, il y a eu
cette impression de redescendre, de re-remplir une machine. Et donc oui, il y a eu des niveaux de perception différents. Alors justement, tu parles de l'amour. Et moi, tu vois, quand tu lis enfin, quand tu écoutes des reportages sur tous ces gens qui font des expériences comme ça, surtout ceux qui font des expériences des expériences de mort imminente, pardon, tout le monde parle de cet amour inconditionnel, cet amour. Moi, franchement, je dis ça me prend la tête, quoi, parce que j'ai jamais, non mais clairement, j'ai jamais pu mentaliser ou expérimenter une expérience qui me fait ressentir ça. Donc, c'est quoi ça en fait? Tu vois, c'est tous ces témoignages et toi, tu viens de dire le mot, c'est quoi pour toi cet amour entre guillemets? À l'époque, j'en avais aucune idée. Pour moi, l'amour, c'était être en couple, être bien avec sa famille, etc. Tu vois. Et avant cette expérience, je n'avais pas cette impression que l'amour, c'était presque une force de cohésion qui nous maintenait ensemble. La perception que j'en ai eue après, c'était « oulala, mais les atomes de mon corps, s'il n'y a pas d'amour, ils ne tiennent pas ensemble. » Donc au-delà d'une perception individuelle entre un être qui s'aime et un autre être qui s'aime, il y avait un amour qui était plus global et qui lui aussi remplissait l'univers. Et c'était comme tout le temps là, tout le temps accessible, mais que c'était comme une fréquence sur laquelle on pouvait se brancher, comme quand tu mets un poste. Là, il y a plein de fréquences dans cette pièce. Mais on n'entend pas les musiques. Par contre, si on met un petit appareil, là, une radio, on bouge le petit potentiomètre et puis on le met sur une certaine fréquence et tout de suite, la pièce va se remplir de musique. Et j'avais cette impression-là, où, comme si l'amour d'un point de vue global, c'était comme une longueur d'onde, comme une fréquence sur laquelle on pouvait aller. Et plus tard, j'ai eu plus de sémantique, et notamment à nouveau avec Martin Brofman, qui, lui, il prenait un synonyme qui était l'acceptation. Aimer, c'est accepter. Et c'est très connecté à la compassion aussi. Ça l'est, pour moi. Et bien sûr, il faut comprendre que dans le mot acceptation, il y a plein de définitions possibles. Mais telle qu'elle était donnée là, accepter ne voulait pas dire cautionner, accepter ne voulait pas dire être d'accord, et accepter ne voulait pas dire encourager quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, tu vois, ni de la résignation. Donc il y avait comme un synonyme qui était proposé avec lequel ça faisait du sens. Accepter, c'est pas cautionner, c'est pas se résigner, c'est pas être d'accord. Ah ok, je commence à avoir un mot là qui est intéressant. Si vous avez des enfants, peu importe ce qu'ils font, vous allez accepter ce qu'ils font. Mais vous n'allez pas forcément être d'accord avec ce qu'ils font, mais ça ne vous empêchera pas de les aimer. Ça au niveau humain. Donc répondre à la question « qu'est-ce que l'amour ?» Sébastien, c'est un peu délicat. L'amour de ce point de vue d'expérienceur, d'expérience de mort imminente ou comme l'expérience que tu as eue. Ouais, je dirais. Déjà, pourquoi c'est ce mot-là? Parce que nous, on connaît l'amour en tant qu'être humain. Ouais. Ce mot-là, pourquoi ce mot-là et pas un autre finalement? C'est très curieux parce que c'était pas franchement un mot que j'avais beaucoup dans ma sémantique de l'époque, tu vois. Mais à ce moment-là, quand j'ai vécu cette expérience, c'est au-delà de ce mot, disons que c'était le meilleur mot que j'avais dans mon stock à poser sur cette force de cohésion avec laquelle j'allais m'encourager à revenir. Ouais, donc toi et beaucoup d'autres. Tout le monde revient avec ce mot finalement. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de témoignages dans ce sens-là, mais peut-être il y a des options différentes. Je reviens aux expériences de mort imminente. Oui. Tout à l'heure, on disait
que les personnes qui expérimentaient ces phénomènes de sortie de corps étaient en état de mort cérébrale. Et toi, tu disais tout à l'heure que dans ton expérience, j'ai entendu que tu disais que tu étais en méditation. Non. Non, je me suis levé pour méditer. Ouais. Et j'étais en train de réfléchir à des trucs. Et avant de méditer, j'ai eu cette prise de conscience. Avant la méditation. Oui. Parce que je m'étais fait la réflexion, quand on médite, de quoi on parle quand on parle de méditation mais je veux dire, quand on médite, généralement, on a aussi le fait de focaliser son attention quelque part. On a l'activité physique qui s'abaisse. Donc, est-ce que je m'étais dit, je m'étais fait la réflexion, est-ce que c'était pas à la suite justement d'une méditation, tu sais? Non, pas pour cette fois-ci, en fait. Donc, pour d'autres fois, c'est possible? Peut-être. Est-ce que, par exemple, toi, à la suite ou dans la continuité d'une méditation, tu as pu expérimenter ce genre de phénomène? C'est un phénomène de perception d'unité très, très intense. Et la première fois qu'on le vit, c'est vraiment très intense. Après, il me semble à nouveau que c'est un endroit dans la conscience qu'on peut visiter. Et peut-être c'est pas nécessaire pour tout le monde de visiter cet endroit, tu vois. C'est peut-être je ne sais pas à quoi ça peut servir pour les humains, mais si c'est un endroit qu'on peut visiter, on doit pouvoir le visiter avec d'autres techniques quand il y en a une, parce que là, tu vois, ça m'est tombé dessus comme ça, on va dire. Tout comme les sorties de corps quand j'étais gamin. Il y avait possiblement une partie de ma conscience qui voulait vivre ces trucs-là, mais je n'étais pas forcément conscient de cette partie-là de moi-même à l'époque. Peut-être qu'en utilisant la méditation ou d'autres techniques, etc., on peut retrouver cet espace d'unité très intense. Je dirais que Martin avait cette expression qui me semblait super juste, qui disait qu'il fallait aussi s'acclimater à l'intensité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on vit des choses progressivement intenses, eh bien c'est plus doux, tu vois. J'encouragerais pas les gens à vivre ce que j'ai vécu, par exemple. Ça n'a pas été doux. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire que dans ces expériences, il peut y avoir des côtés, des perceptions désagréables? Non, dans l'expérience, tout est agréable. Mais c'est comment, après, tu reviens dans la société et que tu vis avec cette expérience dans la société. Sans avoir de repères ou de... Oui, Tu parles de quand tu étais enfant, c'est ça? enfant ou même là à l'âge de 20 ans. J'avais aucun repère non plus là, Parce que tu n'avais pas de repères et tu n'avais pas de connaissances. aucune. J'avais juste des expériences, mais j'avais aucune connaissance, je savais même pas ce que je faisais. Donc je dirais que oui, il me semble que c'est possible d'utiliser des techniques pour arriver à percevoir pour avoir cette perception de l'unité, et que c'est bien d'y aller progressivement, en douceur, et parfois accompagné. Parce que après cette expérience, moi, j'ai pris 6 mois pour me restructurer quand même. 6 mois, c'est long, tout seul. Enfin, l'impression d'être tout seul. On n'est jamais seul, évidemment, mais Des sorties de corps, tu dis que ça peut être involontaire, oui, et donc ça peut aussi être volontaire, être volontaire. oui. Là, on va parler sur la sortie de corps involontaire. Ça veut dire que n'importe qui peut expérimenter ça de façon involontaire, c'est ça? Je pense que c'est une possibilité. Quels pourraient être les signes annonciateurs d'une sortie de corps, tu vois? Première question. Et deuxième question, quelqu'un qui expérimente ça et que je sais pas, elle a peur ou qu'est-ce qu'elle peut faire en fait? Ou pour encourager l'expérience ou pour l'arrêter. Ouais. Pour moi, les signes annonciateurs, j'en parlais tout à l'heure, c'est les vibrations dans les oreilles, les sensations de vertige, etc. quand on est allongé dans le lit, avant de s'endormir, au milieu de la nuit ou proche du réveil. Donc ça, pour moi, ce sont des signes annonciateurs. Ensuite, pour encourager une sortie volontaire, eh bien, l'observation de ces signes annonciateurs et
le fait de les encourager, tu vois, c'est comme si tu observes des vibrations à l'intérieur de toi, tu dis tiens, ça vibre. Tu observes et tu encourages ça, sans se dire ouais, c'est super ou oulala, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que dans les deux cas, ça va certainement, très certainement disparaître. Mais juste observer très tranquillement les perceptions des sensations qui se passent à ce moment-là et les encourager. Et si on ne veut pas aller plus loin, eh bien, juste ouvrir les yeux ou décourager, avoir l'intention d'encourager ou l'intention de décourager. Et quelqu'un qui a envie d'encourager l'expérience et qui, on va dire, arrive à sortir de son corps, bah, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Parce que en fait, c'est ça, on se dit, alors est-ce qu'on est à l'extérieur ou à l'intérieur de quelque chose? Donc qu'est-ce qui est possible de faire? Est-ce que... Bah, les premières... à nouveau, je parle pour mes expériences personnelles, mais les premières expériences, c'était très noir, en fait. Je voyais rien, en fait. Je savais que j'étais en dehors, je savais que je flottais dans une sorte d'espace, mais je n'avais pas vraiment de perception de mon environnement. Et ça prenait un certain temps avant de s'installer. Quand je le disais tout à l'heure, les premières expériences dont je me souviens, c'est quand j'étais dans le jardin de mes voisins. Eh bien, le temps, les moments où ma conscience flottait, on va dire, sans savoir vraiment se diriger, sans vraiment avoir de perception visuelle de son environnement, jusqu'à un moment où je me retrouve dans le jardin des voisins, et là je vois, ah tiens, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau des perceptions. Mais il y a un moment où on est un peu dans le noir comme ça, et puis on n'arrive pas à vraiment se diriger. Et ça peut être un peu difficile pour les enfants, par exemple. Moi, je sais que j'ai trimballé une peur du noir pendant plusieurs années. Parce que je pensais que quand j'allais aller dans le noir, bah, ça y est, j'allais me mettre à flotter, à aller à un endroit, à un autre endroit, etc. Et je n'étais pas forcément très rassuré au départ avec ça. Mais finalement, on s'aperçoit qu'on peut diriger notre point d'observation et que cette direction, elle se fait par nos choix, nos décisions, notre intention. Tu dis que tu perçois, donc que tu vois l'environnement du jardin, des voisins. Est-ce que toi, tu perçois un corps ou quelque chose? Non, pas à ce moment-là. Donc juste un point de vision? C'est comme ça que tu le ressens? Est-ce que tu as déjà expérimenté une sortie de corps, pouvoir aller à des endroits spécifiques, observer des choses, revenir dans ton corps physique et aller vérifier physiquement si c'était vrai? Oui. Est-ce que tu peux par exemple me donner un petit exemple? Lequel on va prendre? En vacances. Je pars avec ma compagne en vacances. À l'époque, c'était en Bretagne. C'était il y a longtemps. Et on dormait dans une chambre d'hôte. Et puis le soir, on va se coucher et je sens ces sensations qui, pour moi, veulent dire il y a une sortie qui est en préparation. Donc à l'époque, j'encourage le truc parce que j'étais encore dans la phase où je voulais contrôler ce phénomène. Maintenant, je laisse faire. Je n'utilise pas de technique pour induire, etc. Quand ça se passe, j'encourage et je vais faire un tour, on va dire, mais je n'utilise plus de technique pour ça. Et donc là, j'encourage le phénomène et puis me voilà en train de faire bouger mon point d'observation dans la chambre. Et je suis un peu collé au plafond et je me dis, tiens, est-ce que je traverse le plafond pour aller faire un tour et voir ce qu'on va aller visiter demain? Ou est-ce que je reste là dans la chambre? Et puis quelque chose... je vois quelque chose posé sur le dessus d'une armoire qui était dans cette chambre. Et je me dis, tiens, c'est très curieux ce truc-là. C'était une sorte de tout petit citron avec une sorte de plante à côté. Je dis, c'est très curieux ce truc. Et bref, je continue mon expérience. Et puis le lendemain matin, je me dis, mais quand même, en récapitulant ce qui s'était passé, je me dis, je vais aller jeter un œil quand même sur le dessus de cette armoire, voir ce qui se passe, quoi. Et en fait, je monte sur une chaise, je regarde, et il y avait une plaque anti-moustique qui était tombée, qui était à la citronnelle. Mais la citronnelle ne ressemble en rien à un petit citron. Okay, c'est une plante droite comme ça, avec des feuilles. Et donc là, je me dis, tiens, c'est quand même curieux. Il y a un niveau d'information qui est capable
de piocher dans ma conscience des images du citron et d'une plante à côté qui vont m'informer sur ce qui est là et qui est effectivement à la citronnelle. Donc c'est-à-dire que tu ne perçois pas l'objet en tant que tel. Parfois oui, parfois non. Il peut être des fois réinterprété, c'est ça? C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y avait un niveau de perception qui, jusqu'à un certain point, est un niveau de perception individuel. Et que ce filtre perceptuel, pour aller au-delà, c'est pas toujours facile. Pour l'avoir pratiqué aussi, de pouvoir en pleine nuit faire une sortie de corps, de par exemple descendre dans les étages inférieurs, d'observer la même configuration de pièces, mais des fois avec des détails différents. Oui. C'est-à-dire que par exemple, ça m'est déjà arrivé de voir des objets qui n'étaient pas ou à la bonne place, ou alors des objets anciens, ou alors même des objets qui venaient du futur que je n'avais jamais vus. Donc comment ça s'explique? Toi, tu penses que ça peut être... C'est difficile à dire et il me semble qu'il doit y avoir plusieurs points de vue là-dessus, mais dans l'exemple que j'ai communiqué, ce qui est intéressant, c'est que je rentre dans cette pièce et je ne vois pas ce qu'il y a au-dessus de l'armoire. Puisqu'en plus, cette plaque anti-moustique est tombée. Donc, je n'ai pas l'information visuelle. Je ne vois pas cette plaque, mais pourtant, je peux la percevoir d'une certaine manière et avoir l'information que là, il y a un truc qui est en relation avec une forme de citron, citronnelle, etc. Quand ça se passe pour une pièce comme là, tu dis, où tu connais ton environnement, c'est chez toi. Tu sais qu'il y a tel objet à tel endroit, etc. Donc là, ça paraît, disons, plus facilement explicable de dire, tiens, je suis sorti et puis je sais qu'il y avait cette plante à cet endroit, cette chenille à cet endroit, etc. Mais quand tu n'as pas l'information visuelle, c'est intéressant. Et à nouveau, pour les citer, Claude Charles Fourier et Sylvie Détiolaz ont fait ce genre d'études avec Nicolas Fraisse. Et les résultats sont intéressants. Je vous encourage à aller explorer leurs travaux. Ouais. Dans la vidéo précédente avec Réginald, il nous avait justement détaillé les livres de Claude Charles Fourier et de Sylvie. Donc j'encourage les gens à aller voir la vidéo d'avant. Est-ce que tu as déjà fait une sortie de corps et que cette sortie se transformait en rêve ou en rêve lucide? Si je te dis ça, c'est parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, D'ailleurs, ça c'est une technique pour ceux qui veulent expérimenter, c'est que quand tu es en rêve et que tu arrives à prendre la lucidité dans un rêve, donc là on est dans une projection, comme dans une scène en 3D de ton inconscient, et il y a une technique qui s'appelle le brise-rêve, donc c'est juste émettre l'intention de casser ton rêve en fait, d'effacer toutes ces images de projection. Et de là, tu te retrouves effectivement, apparemment, en sortie de corps. Et je l'avais fait. Et bon, j'ai vu des choses, mais toi, le scénario, après, voilà, j'ai été happé par quelque chose d'autre, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que je faisais la remarque en tout début de l'interview. Est-ce que des fois, on ne peut pas rêver de faire une sortie de corps, ou alors est-ce qu'une sortie de corps peut pas à un moment donné basculer sous forme de rêve, quoi? Est-ce que tu as pu déjà expérimenter ça Oui, mais dans mes souvenirs, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire partir d'un rêve lucide pour aller dans une direction de sortie de corps. Ouais. Dans l'autre sens, j'ai pas le souvenir, mais c'est possible que ce soit arrivé, oui. Difficile à dire, mais j'ai des souvenirs dans l'autre sens. On génère un rêve lucide où on prend conscience dans son rêve de rêver. Et il y a peut-être un truc, c'est que, enfin, là, dans les souvenirs qui me viennent, c'est que quand je suis dans un rêve lucide et qu'en même temps je sens que mon corps est endormi dans le lit, tu sais, parfois tu as le rêve lucide et tu sens vraiment que tu as le corps qui est allongé dans le lit, eh bien c'est plus facile d'ouvrir la porte à une sortie de corps quand il y a encore, pour moi, la perception du corps physique qui est endormi. Parce que dans le rêve lucide, tu peux te connecter, tu peux avoir les informations de ton corps physique, et donc s'il commence à vibrer, à bourdonner, etc.,
dans le rêve lucide, tu peux encourager ces sensations de ton corps physique et qui vont faire ensuite une ouverture vers une sortie de corps. Enfin, ça, c'est une expérience personnelle, c'est peut-être différent pour chacun. Tout à l'heure, tu disais que tu faisais des sorties de corps spontanées. Oui. Est-ce que tu as déjà, toi, essayé des techniques pour le faire volontairement? Et si oui, on va pas faire l'éventail de toutes les techniques, mais toi, si par exemple, tu pourrais en citer une, si quelqu'un voudrait expérimenter? Là, j'ai beaucoup travaillé avec le phosphénisme. Le phosphénisme, donc ça, c'était le docteur Lefébure qui avait exploré cette technique. Il y avait aussi les tensions statiques, le fait de contracter le corps mentalement, physiquement, etc. Mais en termes de phosphénisme, le truc, c'est de travailler avec une source lumineuse à une certaine distance, de fixer une source lumineuse. Donc après, il faut prendre le point de vue médical pour faire gaffe à ce qui est bon ou pas pour vos yeux, etc. Et ensuite de fermer les yeux et de travailler avec l'empreinte visuelle qui reste. Comme quand on regarde le soleil, par exemple, brièvement, et qu'on ferme les yeux, on a un point là devant nos yeux quand on ferme les yeux. Ça s'appelle un phosphène. Et en fait, le phosphène, il a un cycle particulier qui a été très étudié par le monsieur que j'ai cité juste avant. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé à faire des rêves plus lumineux. Ça m'a beaucoup aidé à avoir une très bonne mémoire des rêves et de tout ce qui se passait dans le monde onirique ou en sortie de corps. Et donc, c'est la technique que j'ai le plus utilisée parce qu'elle me convenait, disons. Peut-être j'avais une affinité avec ce type de technique et qui ne correspondrait pas à d'autres personnes. Et est-ce qu'il y a une période propice dans la nuit, tu vois, où tout est possible? Bah, pour moi, c'était mieux la nuit. Et à l'époque, je me couchais en faisant des sessions de phosphénisme. Je mettais mon réveil à peu près 3 heures après. Je me réveillais dans la nuit, je refaisais une session et à nouveau, quand j'avais à l'époque la chance de pouvoir dormir 9 heures, je faisais 2 ou 3 sessions en fonction de la quantité de sommeil que je pouvais prendre. Enfin, de sommeil. Ces phosphènes, quoi, c'est une machine spéciale ou c'est... Non, avec une ampoule, quoi. D'accord, ok. J'avais accroché une ampoule au-dessus. Donc du coup, tu ouvres, tu fermes, Ouais. Non, mais je veux dire, c'est pas un truc qui clignote, quoi. En fait, on veut vraiment fixer une ampoule pendant, je sais pas, 20-30 secondes en fonction de la force de l'ampoule, de la distance à laquelle tes yeux sont de l'ampoule, tu vois. Et ensuite, tu éteins la lumière et tu observes le phosphène. Mais en même temps, tu peux imaginer plein de choses dans le phosphène, etc. C'est très intéressant. Alors, est-ce que c'est propre au phosphène ou alors est-ce que finalement, c'est pas le fait de focaliser son attention sur un point précis? Par exemple, est-ce qu'en faisant la même chose, en focalisant son attention sur sa respiration, ou sur les sensations de son corps, ou sur les bruits qu'on peut entendre, est-ce que c'est propre à ces phosphènes ou alors est-ce que finalement c'est juste une histoire de focalisation et d'attention sur un point précis qui peut amener à ces expériences? Il y a très certainement une partie de ce que tu dis, oui, ça focalise. C'est un exercice à focaliser l'attention, oui. Ce qui est intéressant, c'est que les phosphènes, on peut les produire après nous-mêmes sans avoir observé une ampoule. Si tu fermes les yeux et que tu veux vraiment créer un phosphène, c'est possible aussi, enfin, dans mon expérience. Est-ce qu'il y a une différence entre une sortie de corps et une expérience de mort imminente? S'il y en a une. L'expérience de mort imminente, en règle générale, elle se fait quand le corps physique a de grosses tensions, quoi. Ou subit des grosses tensions lors d'une opération ou d'un accident ou d'un arrêt cardiaque ou d'un anévrisme, etc. Donc je dirais que l'expérience de mort imminente, elle est peut-être liée à l'intégrité du corps physique. Et dans les sorties de corps classiques, là, il n'y a pas vraiment de menace pour l'intégrité du corps physique. Je dirais que c'est une différence. Et dans les sorties hors du corps, il n'est pas forcément perçu ce que les milliers de témoignages nous rapportent des expériences de mort imminente,
ce tunnel, cette lumière, etc. Dans les sorties de corps, ce n'est pas une présence conditionnelle de ce type de perception. Mais j'ai entendu aussi des témoignages d'expériences de mort imminente qui ne relevaient pas non plus ce type d'expérience de tunnel, etc. Après, est-ce que c'est une question de se souvenir de l'expérience? Est-ce que l'expérience était vraiment différente? Ça, c'est délicat de statuer là-dessus. Ouais, ou alors est-ce que c'est pas, on peut se dire aussi un niveau de conscience plus profond, puisque finalement quand on est en sortie de corps, ça arrive souvent, je pense que la nuit quand le corps est au repos aussi, donc on est déjà sur un rythme bas, et là l'expérience de mort imminente, là c'est quand on est proche du zéro, quoi. Donc est-ce que c'est pas un niveau de conscience au-dessus, avec d'autres expérimentations? Difficile à dire. Dis-le s'il te plaît. Dis-le. S'il te plaît. J'ai souvent entendu dire que il n'y avait aucune preuve aujourd'hui que la conscience était créée par le cerveau. Oui. Donc tu l'affirmes? Non, je ne l'affirme pas. Je regarde les données scientifiques. Il y a des points de vue scientifiques, mais une preuve que la conscience produit le cerveau ou que le cerveau produit la conscience, il ne me semble pas au jour d'aujourd'hui qu'il y ait des preuves. Il y a des témoignages, il y a des points de vue. Le monde scientifique me semble partagé. Il y a ceux qui pensent que c'est le cerveau qui produit la conscience. Et il y a quand même une autre partie de la science qui se dit c'est peut-être pas ça. Et une autre partie de la science qui est plus enclin à explorer le fait que, tiens, est-ce que le cerveau n'est pas finalement un filtre de la conscience? Et mon point de vue personnel est là où j'en suis, mais ce n'est pas une réalité scientifique. C'est que la conscience, elle pénètre absolument tout ce qui existe, et que notre cerveau filtre cette conscience. Filtre ou reçoit comme un récepteur? Probablement les deux. C'est issu de l'expérience dont je parlais tout à l'heure, tu vois, où j'avais cette impression de recevoir une quantité d'informations qui est juste indescriptible. Et donc, comme si on baigne dans un océan d'informations, on baigne dans un océan où tout est conscient, et que notre cerveau filtre une partie de ces informations nécessaires à notre vie là, ici et maintenant, et que ce filtre est nécessaire pour être fonctionnel en tant qu'être humain. Et il y a beaucoup de points de vue finalement sur tout ça. Et est-ce qu'il y a une vérité absolue? Pourquoi tout ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non mais c'est vrai, hein. Ce fameux c'est toujours, je me dis pourquoi? J'ai pas les réponses. Pourquoi pas? On pourrait dire que il y a peut-être un but, c'est de faire des expériences et d'évoluer. Pourquoi? Et pourquoi? Il y avait une phrase, je ne sais plus qui a sorti cette phrase, qui disait que l'incarnation, c'est Dieu qui s'oublie lui-même en s'incarnant. Et alors après, ça pose des difficultés d'interprétation parce qu'on utilise un mot qui est très connoté. Dieu. Donc on pourrait le remplacer par le mot univers, ou par des mots plus à la mode, genre champ quantique, conscience quantique, etc. Bref, il y a des tas de mots pour décrire quelque chose de global et conscient. Et donc cette phrase, elle me semble intéressante. C'est l'univers qui joue à s'incarner pour s'oublier lui-même, et on joue à se souvenir de qui nous sommes. À nouveau, pourquoi? C'est Jim Carrey qui disait, enfin je ne sais pas si c'est de lui, mais que j'ai toujours eu l'impression que j'étais un mec qui explorait l'univers, alors que finalement je me suis rendu compte que je suis l'univers qui explore un mec. C'est exactement ça. Est-ce que le temps est le même dans la réalité physique ou dans les rêves et les expériences de sortie de corps? Le même, le temps. La perception du temps, hein. C'est une question délicate. Je ne sais pas s'il y a de réponse scientifique là-dessus. Parfois, on a l'impression que le rêve dure très longtemps, plusieurs jours, et puis on s'aperçoit qu'il s'écoule en une nuit finalement, et on a dormi quelques heures. Mais est-ce que c'est juste une impression? Difficile à dire. Mais en tout cas, la perception qu'on en a,
Imaginons, je fais un rêve où c'est le soir, je vais voir des amis, je passe un bon moment, et je rêve que je vais me coucher, je rêve que je me réveille le lendemain et que je commence une journée. Et finalement, je me réveille, donc j'ai l'impression dans mon rêve que ça dure plusieurs jours, au moins 2 dans cet exemple, mais il s'est écoulé, je ne sais pas, quelques heures ou une sieste. Voilà. Donc la corrélation est pas si facile à faire. Le temps, c'est un truc bizarre, le temps. Parfois, c'est pour ça que je parle de perception du temps, parce que parfois on a l'impression que le temps est long et on a l'impression que le temps est court. En fonction de si on apprécie un moment ou pas, parfois, c'est pas les seules choses, mais si on apprécie un film, par exemple, eh bien, on aura l'impression que le temps va être plus court. Et si on observe un film avec lequel tu vois, on n'a pas vraiment d'affinité, on aura l'impression que ça va être plus long. Parfois, j'entends des gens qui me disent aussi, j'ai l'impression que le temps passe plus vite au fur et à mesure que j'avance dans l'âge. Je n'avais pas cette perception du temps quand j'étais enfant. Il me semble que les enfants sont plus... À nouveau, c'est pas un truc général, mais la tendance, c'est que les enfants sont plus reliés au moment présent. Et dans le moment présent, il n'y a pas de temps, en fait. Quand on est pleinement dans l'instant, j'ai une citation comme ça, le temps est un instant permanent en état de mouvement, tout se passe maintenant. Putain. Et, Attends, arrête, attends. c'est beau. Et donc le temps est un instant permanent en état de mouvement, tout se passe maintenant. Et parfois, dans certains états de conscience, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui se déroule autour de nous, c'est comme une succession de frames, une succession de diapositives, d'images qui se succèdent. Et j'ai parfois l'impression de réussir à percevoir ce qui se passe entre deux images. C'est très curieux à exprimer ça. Ouais, ça c'est quand tu dis, quand tu es en... Ouais, parfois dans des états de conscience un peu différents. Et donc dans ces moments-là, j'ai vraiment l'impression que le temps n'existe pas, comme si on a stoppé le monde, et pourtant il y a un mouvement qui reste. Et c'est un endroit très proche de cette perception d'unité, etc. C'est un peu les mêmes voisinages. On a l'impression vraiment que tout se déroule là, maintenant. C'est-à-dire qu'il y a... T'as pas de mémoire de passé ou de perspective d'avenir? Non, c'est paradoxal. Il y a une mémoire du passé et il y a une possibilité d'image du futur. C'est très paradoxal. Mais c'est comme si c'est pas avant ni après. Tu vois, on place le passé avant et on place le futur après. Mais dans cette perception-là, on a l'impression que tout est là. C'est pas avant, c'est pas après. C'est dans une forme de continuum. Tout est là maintenant. C'est très curieux. Alors c'est marrant parce que je me dis, est-ce que c'est pas une perception qu'on peut avoir nous ici quand on est absorbé dans une activité? Par exemple, tu fais de la musique, tu es à fond dans ton truc. Est-ce que justement, à ce moment-là, on n'est pas justement pleinement présent dans quelque chose? On a accès à cette mémoire passée ou perspective future, mais finalement, enfin, en fait, ça me fait la remarque que tu me dis là, ça me fait vraiment penser à ça, à des moments qu'on peut avoir dans la vie justement où on est très présent en fait dans ce qu'on est en train de faire. Je sais pas, J'ai l'impression que dans un certain état de conscience, on a la perception que le temps existe, et dans un autre état de conscience, on a la perception juste de maintenant. Et que dans ce maintenant, le temps, il n'existe pas. Mais ça peut s'appliquer aussi ici. Pourquoi pas? Parce que quand tu écoutes les milliers de témoignages de personnes qui vivent ces expériences, toutes témoignent de leurs expériences et de leur point de vue qu'effectivement, il n'y a pas de temporalité, quoi. C'est curieux ces points communs, tu vois. Il semblerait qu'il y a quelque chose quand même qui est commun à la conscience humaine. Il y a certains points communs, certaines grandes lignes communes, comme cette question de perception du temps, comme cette question de perception de l'amour, comme cette perception
d'unité qui est un étage de la conscience qui me semble que tout le monde peut visiter. Voilà. Donc il y a des choses communes qui sont curieuses. Ouais. Donc cette première expérience de sortie de corps, c'était à tes 6 ans. La première dont je me souviens, c'est à peu près 5-6 ans. Peut-être il y en a eu avant, je ne sais pas. Je n'en ai pas le souvenir en tout cas. Que tu as pu être influencé par un livre que tu as lu, une BD que tu as lu, quelque chose que tu aurais vu à la télévision, une conversation que tu aurais entendue? Il ne me semble pas, non. Non, mes lectures étaient des lectures d'enfants, des images, entre 4 et 6 ans. Bon, voilà, des images, un peu de lecture peut-être, parce que j'ai toujours beaucoup lu, mais il ne me semble pas. J'ai cette impression d'être comme tombé dans la soupe, quoi, on peut dire. Comme je disais tout à l'heure, il y a certainement une partie de ma conscience qui voulait vivre ces expériences. C'est ma compréhension personnelle d'aujourd'hui. Mais c'est tout ce que je peux dire là-dedans, quoi. Maintenant que tu es adulte et que tu t'es renseigné là-dedans, par exemple, est-ce que tu as partagé ces infos avec tes parents et est-ce que tes parents ont des souvenirs d'avoir vécu les mêmes expériences? J'ai pas partagé ces choses-là avec mes parents ni avec qui que ce soit À l'époque? à l'époque, Ouais. de l'âge de 5 ans jusqu'à à peu près 20 ans, ni avec les amis, ni dans les divers courants scolaires que j'ai traversés. J'en ai pas parlé une seule fois. Donc, d'ailleurs, j'encourage pas les gens à faire la même chose. J'encourage plutôt les gens à s'exprimer, à dire ce qu'ils vivent, parce qu'en fait, de cette décision qui était ce qu'elle était à ce moment-là, ça a créé un sentiment de solitude assez extrême, en fait. Alors bien que j'étais très social, et qui me semble l'être, j'ai toujours des copains, des trucs, voilà, j'ai une vie sociale très riche. Tu bois des bières de temps en temps ou? Bah, ouh. On est à Dunkerque. Hein. Et donc j'ai une vie sociale assez, on va dire, connectée, mais ce sujet-là, non, j'en ai pas parlé. Et donc voilà, le résultat, pour moi, ça peut parfois se passer autrement, c'est ce sentiment de solitude extrême qui était finalement très présent pendant très longtemps. Et duquel j'ai eu de la difficulté à sortir, tu vois, avec toutes les perceptions qui allaient avec, quoi. Si j'en parle, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on va me prendre pour un fou? Est-ce qu'on va m'enfermer? Est-ce qu'on, tu vois, c'était... Voilà. Et pour la question de mes parents, ils ne m'ont pas relaté ce genre d'expérience non plus. S'ils ont vécu ça, peut-être ils ne s'en souviennent pas, ou peut-être ils ne m'en ont pas encore parlé, mais bon, comme on parle très librement de ce sujet maintenant, je ne les ai pas entendus parler de ces choses-là. Il y a bien eu des trucs, des rêves qui ont attiré leur curiosité, tu vois, comme la plupart des gens. Mais ce qu'on appelle sortie de corps ou projection de conscience, non. Une nuit, je dormais, je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais, et j'ai eu justement ces phénomènes, ces phénomènes de bourdonnement dans les oreilles. S'en est suivi des vibrations dans tout le corps. Donc, comme je connaissais le processus, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé encourager, quoi. J'étais même content, je me dis, ça y est, c'est parti. Et en fait, j'ai senti une personne, enfin, je ne peux pas dire une personne, mais j'ai senti comme 2 mains, tu vois, qui venaient me chercher par les jambes et qui m'ont pendu par le... J'étais pendu les pieds au plafond, la tête en bas. Mais bon, j'avais pas de corps, hein, et du coup, j'avais la tête en bas et je voyais mon corps physique et celui de ma femme dans le lit. Qu'est-ce que je peux déduire de ça? Alors tu vas me dire, oui, c'est mon expérience, mais je veux dire, et c'est ces phénomènes de personnes qui ont fait des sorties de corps de différentes manières. Ça peut être des fois des sorties de corps qui sont faites violentes en se sentant expulsées. Des fois, ça peut être des sorties de corps qui se font en se sentant glissé comme une flaque d'eau en dehors du lit. Des fois, ça peut être une simple lévitation au-dessus du corps physique. Et des fois, c'est
carrément quelqu'un qui te chope et qui te sort. Alors, je pense que je connais déjà un peu ta réponse, tu vas me dire que c'est quelque chose qui est très personnel finalement. Mais après, la question c'est pourquoi en fait? Effectivement, il y a une variété comment dire, de façons de sortir du corps. Parfois, on peut se sentir qu'on sort par la tête, par la gorge, se sentir à l'envers dans le corps, puis sortir, enfin, les choses que tu as décrites aussi. Et puis parfois, on a l'impression d'avoir quelque chose d'extérieur à nous qui encourage le processus. Est-ce que c'est juste une perception? Est-ce que c'est vraiment extérieur à nous? Difficile à dire. Alors, sur la question du pourquoi, Mais on peut observer que ça existe, quoi. ben oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu te dis, bon, il y a une personne qui dit ça, une deuxième, etc. Tu peux dire, ouais, ils sont tous tarés. Mais quand on multiplie les observations, quand on multiplie les témoignages, comme dans une enquête policière, les témoignages, ils ont leur importance aussi. Bien que dans l'absolu, je ne sais pas ce qui est important, mais en tout cas, ils sont pris en considération. Et donc, quand il y a une multitude de témoignages, variés, mais qui finalement convergent vers quelque chose, je pense qu'il faudrait prendre ça en considération et, et donner plus d'attention non pas aux personnes, mais au potentiel de la conscience humaine. Dans des témoignages que j'ai pu lire, il y en a souvent qui se voient en sortie de corps avec un corps qu'on pourrait appeler, qui s'appellerait le corps astral. Et ce serait un corps fait d'énergie, de lumière bleue, enfin bref, avec ce qu'on peut observer aussi dans les témoignages, c'est qu'il y a un genre de cordon qui est relié entre ce corps bleu, translucide, et le corps physique. Alors toi déjà, toi je me pose comme question, est-ce que c'est pas parce que finalement le fait que ça se lise et que ça se sache, est-ce que par exemple pendant l'expérience, ça peut se manifester justement parce qu'on a pu lire ou se renseigner? Ou alors est-ce que c'est vraiment des observations qui existent indépendamment? C'est difficile à dire, puisque jusqu'à un certain point, on peut se poser la question jusqu'à quel point nos perceptions personnelles colorent l'expérience. Peut-être il y a effectivement cette corde. Peut-être que dans certains cas, c'est parce que la personne a lu des choses et a intégré cette croyance ou cette perception dans sa configuration qu'ensuite elle va être à l'effet de ses perceptions et donc percevoir cette corde. Peut-être que cette corde existe jusqu'à un certain niveau, peut-être dans certains étages de la conscience qu'on peut visiter en dehors du corps, peut-être que cette corde n'existe pas, difficile à dire. Faites vos propres expériences, quoi. Est-ce qu'en sortir du corps, on voit à 360 degrés? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est voir à 360 degrés? Puisque dans mes quelques expériences de sortie de corps, j'avais une perception de vue comme maintenant, et j'ai jamais réussi ou j'arrive pas à conceptualiser le fait de voir à 360 degrés. Donc ça, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est aussi encore une fois des filtres, des... Oui, c'est possible de voir différemment. C'est possible aussi de rien percevoir en termes, là tu parles en termes visuels, Perception visuelle. Ouais. perception visuelle. Il est probable à nouveau pour moi, ça s'est passé comme ça au départ. Quand je faisais ces expériences, je voyais rien. C'était noir. Par contre, j'avais les sensations de déplacement, etc. Mais voilà. Et puis, au fur et à mesure, il y a comme un voile qui est tombé et j'ai commencé à percevoir des choses. Et parfois, de temps en temps, avec une perception visuelle plus globale, comme tu dis, à 360 degrés. Mais ça peut évoluer, oui. Il semblerait que les enfants soient plus enclins à vivre et à se rappeler d'une sortie de corps. Est-ce que de par ton expérience, ça tu peux le confirmer ou pas? Non, c'est difficile à dire. Il
il faudrait poser la question à des enfants. Ce sont des questions qui sont quand même un peu sensibles, qui restent pour l'instant un peu sensibles dans notre société. C'est pas une question facile, ça. Est-ce que les enfants se souviennent plus de leurs rêves? Est-ce que les enfants se souviennent plus de ce qu'ils perçoivent de leur nuit? J'aurais tendance à dire oui, parce qu'ils sont peut-être et à nouveau c'est pas une généralité, mais pour la plupart ils n'ont pas encore toute la structure mentale d'un adulte avec tu vois, je dois aller au boulot, je dois faire ceci, je dois faire cela, etc. Ils sont encore beaucoup plus connectés au moment présent et au fait d'accepter les choses plus facilement en tout cas que les adultes. Et puis après, quand on grandit, on a toute la structure mentale qui est en place, quoi. Les croyances, je ne parle pas forcément de croyances spirituelles, mais toutes les croyances, tu vois. La croyance que, tiens, je vais parler devant les gens, je vais avoir peur, c'est une croyance. Peut-être basée sur des expériences, mais ça peut en devenir une croyance. Donc on a le mental qui est quand même assez, en tant qu'adulte, ce mental, il peut se comporter à la fois comme un verrou et comme une clé, quoi. Il peut à la fois nous être un outil mis à notre disposition et à la fois on peut devenir esclave de notre mental. Alors peut-être que quand on est enfant, on est moins dans cette configuration, qu'on aura plus tendance à se souvenir de choses qui se passent la nuit parce que notre mental va peut-être avoir tendance à moins rejeter les expériences qui nous semblent impossibles, incohérentes, qui remettent en question plusieurs choses pour des adultes. Toi, quand tu as vécu ça quand tu étais enfant, tu disais que tu en avais parlé à personne, même pas à tes parents, et que ça a été pour toi une phase qui a été très compliquée. C'était la source d'une impression de solitude assez grande dans le monde physique. Donc la question que je voudrais te poser, c'est que maintenant que tu es adulte, si tu as, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, même si c'est toujours compliqué de conseiller, mais qu'est-ce que tu penses que les parents devraient avoir? Quand je dis devraient, c'est vraiment dans la bienveillance et dans le... qu'est-ce que les parents devraient avoir comme attitude envers des enfants qui vivent ces expériences? Et donc il les communique parce que... Et qui les communiquent, même si les parents n'ont pas forcément connaissance ou n'ont jamais expérimenté. De ne pas rester seul en fait. Aujourd'hui avec les réseaux, avec Internet, avec la vitesse de circulation de l'information, de ne pas rester seul, de trouver une personne, je sais pas, une asso, Oui, mais quand tu as 6 ans, tu ne vas pas trouver une asso. les parents sont Ah oui, responsables d'accord, de l'enfant. Donc les parents, ne pas rester seuls avec cette expérience, mais tenter de trouver des informations. Mais ça part déjà du point de vue de savoir qu'il y a des informations sur ce sujet. Et parfois, on ne sait pas qu'il y a des informations sur ce sujet. Donc, si aujourd'hui, on parle de sortie de corps, etc., peut-être ça fait partie aussi du fait de faire circuler des informations pour tout le monde. Et alors, la posture d'un enfant qui vit ce type d'expérience, aujourd'hui, je serais enclin à les encourager à s'exprimer. Parce que vivre avec un sentiment de solitude comme ça, ça ne sera pas forcément le cas de tous les enfants. Mais s'il y a ce sentiment qui s'installe, c'est intéressant de s'exprimer pour se connecter avec l'adulte et trouver des solutions, ou en tout cas des gens qui vivent un peu la même chose pour rassurer, dire ça va, t'es pas taré mec, tout va bien quoi. Okay. C'est aussi c'est une partie de l'objectif des petites BD que j'écris pour les enfants, là, les aventures du petit Yogi, où on voit dans le tome 1, on voit comme une particule de l'univers qui s'individualise et qui
plonge dans l'aventure terrestre, qui plonge dans l'aventure humaine et qui va découvrir sa conscience, etc. Et donc un des buts de cette série BD, c'était aussi de faire en sorte que si un enfant lit ces BD et qu'il vit ses expériences et qu'il en a parlé à personne, il puisse avoir des informations graphiques sur une certaine forme de cohérence entre ses expériences et ce qu'il voit en image. Ça peut peut-être rassurer. Et si ça en rassure un, c'est déjà très bien. Quels sont les 1 ou 2 ou 3 livres qui t'ont marqué et pourquoi? Les livres qui t'ont mis un peu une claque, que ça soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets en général. Le premier avec lequel j'ai été en contact, c'était La vie après la vie. En fait, c'est un des livres qui a participé au fait que je me sente moins seul dans ce type d'expérience, comme je ne parlais pas et que j'en parle très rarement. Donc ça, Raymond Moody, j'ai dû le découvrir à peine quand je venais d'avoir accès à Internet, je devais avoir 16-17 ans par là. Et puis après, j'ai exploré tous les écrits de la société théosophile, donc Blavatsky, Colonel Powell et Leadbeater. Et c'était intéressant, je dois dire. Voilà. Sans forcément être d'accord ou pas d'accord avec tout, mais... Ça parle de quoi en gros? Ça peut parler de conscience, de médiumité, d'un tas de choses très, très variées, disons. Mais c'est un des trucs qui m'a fait aussi me sentir moins seul. Ensuite, il y a aussi toute l'œuvre de Castaneda, qui est aussi un très bon moment. Et puis j'ai ensuite les livres de Martin Brofman, que je vous encourage aussi à explorer, qui propose une forme de structure très intéressante. Voilà ce qui me vient comme point marquant dans mes lectures. Tu parlais tout à l'heure de la Fondation Brofman exactement. Donc c'est quoi exactement et qu'est-ce que tu y fais? Alors la Fondation Brofman a été créée par Martin Brofman et lui il s'est guéri d'un cancer en phase terminale au niveau des cervicales. Et donc il n'a pas compris tout de suite comment ça s'est passé, mais au fur et à mesure de ses observations, il en est arrivé à la conclusion que conclusion qui reste un point de vue, que la conscience se reflétait dans notre corps physique. Et donc on avait une certaine configuration de conscience qui configurait le corps physique. Donc il a passé 40 années de sa vie à observer les comportements humains, à les quantifier et à identifier quels comportements configure la conscience de telle manière et comment ça va interagir avec le corps physique. Et donc j'enseigne cette méthode. Et à côté de ça, je suis aussi très vigilant à créer une communication et à encourager la communication entre les thérapies dites non médicamenteuses et la médecine classique, de façon à prendre le meilleur des deux mondes et encourager les gens à explorer des solutions, mais pas aller dans un extrême ou dans un autre extrême en ce qui concerne les thérapies non médicamenteuses, mais bien en parler à leur médecin, mais aussi l'inverse est vrai, en parler à leur thérapeute, de façon à ce qu'on puisse remettre le patient au centre et que si un patient utilise telle chose et telle autre chose et que ça fonctionne pour lui et que c'est dans un cadre très bienveillant, spécifique, etc., et accompagné, il me semble que c'est intéressant. Donc cette communication entre le monde des thérapies non médicamenteuses et la médecine classique, il me semble que c'est un sacré challenge, parce que parfois la communication est un peu rompue parfois, mais il me semble que ça sera plus facile d'avancer en rétablissant ces communications là où elles n'existent plus. Alors bien sûr, il y a plein d'endroits où ça existe, mais voilà. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Merci. Merci. Merci.